Je m'appelle Thomas Laurent et pendant 42 ans de ma vie, j'ai cru que l'honnêteté était le fondement de tout. Mon père, un homme simple de Lyon, me le répétait depuis mon enfance. J'ai bâti un empire du bâtiment à partir de zéro. J'ai mis de la sueur et du sang dans chaque contrat, chaque investissement. Je n'ai jamais volé un fournisseur, jamais fraudé le fisc. Mon entreprise, Laurent Construction, c'était ma fierté. Mais ma plus grande fierté, c'était ma famille. Camille, ma femme depuis 15 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, elle étudiait l'économie, moi le génie civil. Elle était belle, intelligente, pleine de vie. Elle avait ce rire qui illuminait toute la pièce. Nous nous sommes mariés dans une petite église à Chamonix, où sa famille avait un chalet. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. La neige tombait doucement. Elle ressemblait à un ange dans sa robe blanche. Nous nous sommes jurés fidélité, pour le meilleur et pour le pire. Je pensais que c'était pour toujours. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé comme un forçat. Je ne construisais pas seulement des entreprises, mais un avenir pour nous. Nous avons acheté une belle maison à Saint-Cloud avec jardin et piscine. Camille s'occupait de la maison, m'aidait parfois dans l'entreprise, gérait la comptabilité. Je lui faisais une confiance aveugle. Elle avait accès à tous les documents, à tous les comptes. Elle était ma partenaire dans la vie et dans les affaires. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait me trahir. Tout a commencé il y a 4 mois. Je suis rentré plus tôt d'un chantier à Marseille. Je voulais lui faire une surprise. J'avais acheté des fleurs, ses roses blanches préférées, et du vin de ce château bordelais qu'elle aimait tant. Quand je suis entré dans la maison, c'était vide. Sa voiture était dans l'allée, mais elle n'était pas là. J'ai appelé, elle ne répondait pas. J'ai pensé qu'elle était peut-être partie se promener avec la voisine. Je suis allé au bureau pour vérifier mes mails. Et là, j'ai vu son téléphone sur le bureau. Elle avait oublié de le prendre. L'écran s'est allumé. Un message est arrivé. Je ne voulais pas regarder. Je n'ai jamais été ce genre de mari qui espionne. Mais quelque chose m'a poussé. Peut-être était-ce l'instinct, peut-être le destin. J'ai pris le téléphone et j'ai vu un message de quelqu'un enregistré sous le nom de Adrien, coach sportif. Chérie, tu me manques déjà. Cet hôtel à Deauville était merveilleux. J'ai hâte d'être au week-end prochain. PS. Ton mari se doute de quelque chose? J'ai eu l'impression qu'on me frappait la poitrine avec un marteau. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mes mains tremblaient. J'ai lu ce message 1 fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être une erreur, peut-être une blague. Mais au fond de mon âme, je savais que c'était vrai. Tous ces voyages d'affaires que Camille faisait ces derniers temps, ses conférences à Paris, ses formations à Lille, tout n'était que mensonge. J'ai ouvert l'historique des messages. Il y en avait des centaines. Des photos, des messages vocaux, des conversations entières sur combien ils s'aiment, comment ils planifient leur avenir ensemble. Adrien, un trentenaire, une petite frappe de Saint-Denis qui jouait au coach sportif. En réalité, ce n'était personne. Il vivait en profitant des femmes riches. Et ma Camille était tombée dans le panneau. Je voulais jeter ce téléphone contre le mur. Je voulais hurler. Mais au lieu de cela, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai simplement regardé dans le vide. 15 ans. 15 ans de ma vie s'avéraient être un mensonge. Tous ces moments partagés, ces vacances, ces discussions tard dans la nuit. Est-ce que quelque chose de tout cela avait été vrai? Mais ce n'était pas encore la fin de mon cauchemar. J'ai commencé à fouiller ces documents sur l'ordinateur. Peut-être que je cherchais quelque chose qui expliquerait tout ça, une raison. Et là, j'ai trouvé un dossier nommé Documents 2025. À l'intérieur, il y avait des scans, des contrats, des actes notariés. J'ai commencé à les ouvrir un par un. Et soudain, j'ai vu quelque chose qui a fait s'arrêter le monde. Il y avait un document, un acte de cautionnement. Moi, Thomas Laurent, je me portais caution pour un prêt de 3 millions d'euros. L'emprunteur était Adrien Durand, le même Adrien qui couchait avec ma femme. Le crédit avait été contracté auprès d'une société de prêt privé, pas une banque. La signature ressemblait à la mienne, mais je n'avais jamais, au grand jamais, signé un tel document. J'ai eu la nausée. Ça ne pouvait pas être vrai. J'ai vérifié la date. Le document datait d'il y a 6 mois. J'ai appelé mon avocat, Jérôme, un vieil ami de l'université. « Thomas, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec une société de crédit ?» a-t-il demandé tout de suite. « Quoi? Quel problème? De quoi tu parles? » Ils m'ont appelé la semaine dernière. Ils posèrent des questions sur tes actifs, sur l'entreprise.
Je leur ai dit que je ne donnais pas ces informations sans ton accord. Tu m'avais dit que tout allait bien. Le monde s'est mis à tourner. Jérôme, je ne sais rien d'aucune société de crédit. Envoie-moi tous les documents que tu as. Immédiatement. 1 heure et demie plus tard, j'étais assis avec mon avocat dans son bureau au centre de Paris. Devant nous gisaient les documents. L'acte de cautionnement, ma prétendue signature, toutes les formalités réglées au millimètre. Sauf que je n'avais pas signé ça. C'est un faux, ai-je dit calmement, bien qu'à l'intérieur tout hurlait. Jérôme a examiné le document à la loupe. La signature semble identique à la tienne. Mais si tu dis que ce n'est pas toi, nous devons agir vite. Avec qui cette société a-t-elle des liens? Je ne sais pas. Vérifie ça. Ce que j'ai entendu 2 heures plus tard était pire que le plus noir des cauchemars. La société de crédit était une façade. Derrière elle se cachait le grand banditisme parisien, l'un des clans les plus puissants de France. Adrien Durand s'était endetté jusqu'au cou chez eux, et ensuite, il avait visiblement monté un plan. Séduire une épouse riche, falsifier la signature du mari, prendre l'argent et disparaître. Sauf qu'ils n'ont pas disparu assez vite. Camille est rentrée tard le soir, souriante, comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue. « Salut chérie, comment s'est passée ta journée ?» Je la regardais et je ne savais pas si je ressentais de la colère ou de la pitié. Cette femme que j'aimais, qui était la mère de mes rêves de famille, avait tout détruit. Non seulement nous, mais potentiellement toute ma vie. « Il faut qu'on parle », ai-je dit doucement. J'ai vu la peur dans ses yeux. Elle savait. Elle a su tout de suite que j'avais découvert la vérité. Le silence qui s'est installé entre nous était plus épais que le sang. Camille se tenait sur le seuil du salon. Son visage perdait lentement ses couleurs. Elle tenait à la main un sac de courses, des cosmétiques du bon marché, la vie normale, comme si rien ne s'était passé. Adrien Durand, ai-je dit simplement. Le sac lui a échappé des mains. Les cosmétiques se sont éparpillés sur le sol en marbre, mais aucun de nous n'a bougé. Je voyais sa gorge se serrer, comme si elle essayait d'avaler des mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer. « Thomas, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. 3 millions d'euros. Ma signature sur des documents que je n'ai jamais vus. Une société de prêt liée au milieu. Tu veux me dire maintenant que c'est une erreur ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. Pendant un instant, j'ai cru qu'il y aurait peut-être un reste de décence en elle, qu'elle avouerait, s'excuserait, expliquerait. Mais au lieu de cela, j'ai vu autre chose. Le désespoir, la peur et la détermination. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. A-t-elle chuchoté? Adrien a des problèmes. Il avait besoin d'aide. Il a dit que s'il n'avait pas cet argent, il le tuerait. Je ne savais pas quoi faire. Alors tu as falsifié ma signature? Tu m'as livré à la mafia? Je riais, mais c'était un rire sans joie. Pendant 15 ans, je n'ai été personne pour toi. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai partagé avec toi, ça valait si peu. Je t'aimais, a-t-elle dit, les larmes coulant à flots. Je t'aime encore. Mais Adrien, il est différent. Il me comprend. Toi, tu as toujours été occupé par l'entreprise, les chantiers, les contrats. À quand remonte notre dernier week-end ensemble? À quand remonte la dernière fois où tu m'as vraiment parlé? J'ai senti la colère monter en moi. Je travaillais pour nous, pour notre avenir, et toi, dans mon dos, tu couchais avec un escroc et tu détruisais tout ce que j'ai créé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. On devait régler ça. Adrien devait investir cet argent, le rendre avec les bénéfices. Ça devait être une bonne affaire. Une affaire? Ai-je presque crié. C'était le milieu, Camille. Ils ne font pas d'affaires, ils brisent les os des gens qui ne paient pas. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran et a pâli encore plus. Elle a décroché d'une main tremblante. Oui? D'accord. Je comprends. Je te tiens au courant. Elle a raccroché et m'a regardé avec ce qui ressemblait à du regret. Je dois partir. Adrien attend. Tu penses sérieusement que tu vas sortir d'ici? Je lui ai barré la route vers la porte. Pousse-toi, Thomas. Tu ne veux pas de moi ici. Je vais arranger ça. Je vais tout réparer. Elle a essayé de m'esquiver, mais je l'ai attrapée par le bras. Tu ne signeras aucun document. Tu ne prendras pas d'argent. Demain matin, on va ensemble à la police et chez l'avocat. Elle s'est débattue. Ça ne peut pas attendre demain. Je dois y aller. Maintenant. Avant que je puisse réagir, elle s'est enfuie de la maison.
J'ai entendu le moteur de sa BMW démarrer et s'éloigner dans un crissement de pneus. Je suis resté dans le salon vide, dans une maison qui a soudainement cessé d'être un foyer, et j'ai senti tout ce que je connaissais s'effondrer en morceaux. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé. Je n'avais pas dormi, j'étais plutôt tombé dans une sorte de transe entre veille et sommeil. À 7 heures du matin, l'interphone a sonné. J'ai ouvert la porte et j'ai vu 2 hommes. Ils n'ont pas eu besoin de se présenter. Tout était clair. Monsieur Laurent, a demandé le plus vieux, la cinquantaine, avec une cicatrice sur la joue. Il parlait avec un léger accent de l'Est. Oui, on a une affaire avec vous. 3 millions d'euros. Vous êtes le garant. Je n'ai rien signé. C'est un document falsifié. Le plus jeune a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Ce n'est pas notre problème, monsieur Laurent. Nous avons un document avec votre signature. Nos avocats disent qu'il est en règle. Vous avez 2 semaines pour payer. 2 semaines? Pour 3 millions? Peu importe comment vous vous débrouillez. Vendez l'entreprise, peut-être la maison. Vous connaissez les règles. Je ne connais aucune règle, ai-je crié. Ce n'est pas moi qui ai contracté cette dette. Le plus vieux s'est approché. Écoutez attentivement, monsieur Laurent. Vous êtes un homme d'affaires. Vous avez une belle maison, une belle entreprise, une réputation. Ce serait dommage que tout cela s'effondre. Vous savez comment c'est? Les accidents arrivent. Les chantiers peuvent être dangereux. Les employés peuvent casser quelque chose. Les contrats peuvent échouer, vous comprenez? Je comprenais parfaitement. C'était une menace. Pas seulement envers moi, mais envers tout ce que j'avais bâti. Et Adrien Durand? C'est lui qui a pris l'argent. Monsieur Durand est indisponible, tout comme sa compagne. Mais vous êtes disponible. Et vous avez signé les documents. Après leur départ, je suis resté longtemps dans l'entrée. 3 millions d'euros, 2 semaines. Mon entreprise valait peut-être 5 millions, mais la plupart du capital était gelé dans des investissements, des chantiers. La maison valait peut-être 1,5 million. Même si je vendais tout, je me retrouverais sans rien. Et il voulait tout dans 2 semaines. Jérôme est arrivé l'après-midi. Il a examiné la copie du document qu'ils avaient apporté. Thomas, ça a l'air professionnel. Un graphologue devra examiner la signature, mais ça prendra des semaines, peut-être des mois. Et il te donne 2 semaines. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est vraiment un faux, la police peut suspendre l'exécution de la dette, mais ça demande du temps et des preuves. Nous devons prouver que tu étais ailleurs quand ce document a été signé. Quand a-t-il été signé? Il a vérifié la date. Le 22 juin. J'ai senti une pointe d'espoir. J'étais à Berlin. Salon de la construction. J'ai les confirmations de réservation, les billets d'avion, tout. C'est excellent. Mais ils peuvent dire que tu as signé avant, que la date est juste pour la forme. Alors qu'est-ce que je dois faire, bordel, Jérôme? J'ai élevé la voix. Désolé. C'est juste que je ne sais pas quoi faire. Les jours suivants, j'ai essayé de joindre Camille. Son téléphone était éteint. Je suis allé à l'appartement de sa mère à Lyon. Hélène a ouvert la porte et m'a regardé avec haine. Tu as le culot de venir ici? Où est Camille? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Elle m'a dit ce que tu lui as fait. Comment tu l'as traité toutes ces années. Tu l'as négligé, humilié, seul l'argent t'intéressait. J'étais stupéfait. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Tout. Que tu la battais, que tu avais des maîtresses, que tu la menaçais. C'est toi le monstre, pas elle. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Camille avait construit tout un tissu de mensonges. Non seulement elle m'avait escroqué, mais maintenant elle essayait de détruire ma réputation, de se présenter en victime. 1 semaine plus tard, ils sont revenus. Cette fois, ils n'étaient plus aussi polis. 1 semaine a passé, monsieur Laurent. Où est notre argent? La police mène une enquête. Le document est faux. Le plus jeune a ri. La police? Vous croyez que ça nous intéresse? Vous avez encore 1 semaine. Si nous n'avons pas l'argent, nous commencerons à recouvrer d'une autre manière. Le soir même, quelqu'un a mis le feu à un chantier de mon entreprise à Lille. Les pertes étaient énormes. Un contrat avec un promoteur ne tenait plus qu'à un fil. Je savais que c'était eux. Je savais que ce n'était que le début. Et c'est là qu'une idée m'est venue. Mon grand-père me disait autrefois que lorsque tu es entouré de loups, tu as 2 options. Soit tu deviens l'un d'eux, soit tu trouves un moyen de les diriger vers quelqu'un d'autre. Je n'aurais jamais pensé devoir mettre cette philosophie en pratique. Mais cette nuit-là,
En regardant les photos du chantier incendié sur l'écran de mon ordinateur, tout est devenu clair. Je ne pouvais pas rembourser cette dette. Pas en 2 semaines, pas même en 2 mois. Mais Camille et Adrien avaient cet argent, quelque part, caché, investi, planqué sous un matelas, peu importe. Ils étaient là où j'étais exposé, et je savais exactement où les trouver. Je devrais expliquer. En 15 ans de mariage, j'avais tout appris sur Camille. Je connaissais ses habitudes, ses peurs, ses endroits préférés. Je savais que quand elle était stressée, elle fuyait vers la mer dans une petite pension au Touquet dont sa tante était propriétaire. Je savais qu'elle avait un compte en banque en Suisse, qu'elle avait ouvert au cas où. Elle pensait que je ne le savais pas. Mais c'est moi qui avais payé le voyage à Zurich il y a 3 ans, quand elle l'a ouvert. Je connaissais ses mots de passe pour la plupart des comptes, car elle utilisait les mêmes 3 combinaisons depuis des années. Je connaissais ses amis, ses anciens amants, ses secrets. Adrien était plus simple. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux en 5 minutes. Le type était bête comme ses pieds. Il laissait des traces partout. Un Instagram plein de photos d'hôtels de luxe, de clubs, de restaurants. Toujours avec la géolocalisation. Un amateur. J'ai regardé ses derniers posts. Une photo de l'intérieur d'un appartement, vue sur la Seine, finition moderne. En arrière-plan, un reflet dans la vitre, un fragment d'enseigne. Je l'ai reconnu tout de suite. C'était cette nouvelle tour résidentielle à La Défense, la Tour Horizon. Je connaissais le promoteur. J'avais moi-même été intéressé par l'achat d'un appartement là-bas l'année dernière. Un coup de fil a suffi. « Salut Paul, c'est Thomas. Tu te souviens que je t'avais demandé pour cet appart au 23e étage? Il est toujours dispo? » « Thomas, lequel exactement? J'en ai encore 3 de libres à cet étage. Celui avec vue sur l'ouest, c'est ça? Le grand de 120 mètres carrés? Non, celui-là a été vendu il y a 1 mois. Un jeune type l'a acheté, il a payé cash. Adrien, je crois qu'il s'appelait, mais j'en ai d'autres. Cash. Évidemment. Mon cash. Merci, Paul, je te rappelle. Maintenant, je savais où ils étaient. Mais ce n'était pas tout. Je devais rassembler des preuves. Je devais être sûr. Et je devais trouver un moyen de rendre au milieu ce qui lui appartenait, sans tout perdre. J'ai appelé Michel, un vieux copain du lycée. Michel travaillait dans l'informatique, c'était un spécialiste de la cybersécurité, et autrefois, dans sa jeunesse, il avait trempé dans des affaires pas très nettes de piratage de comptes. Maintenant, il dirigeait une entreprise légale, mais je savais qu'il avait encore ses contacts et ses compétences. Thomas? Putain, ça fait un bail. Quoi de neuf? Michel, j'ai besoin de ton aide, mais ça ne peut pas être officiel, et tu dois être discret. Silence, puis un soupir. Passe ce soir. J'ai un atelier à Saint-Ouen. Nous nous sommes vus à 9h. Michel dirigeait son entreprise depuis le sous-sol d'un vieil immeuble, mais son matériel était ultra-moderne. Je lui ai tout raconté. Je n'ai pas épargné les détails. Quand j'ai fini, il a hoché la tête. Je comprends. Ta femme et son amant t'ont escroqué, ont falsifié des documents. Tu es dans le collimateur de la mafia, et tu veux savoir où est l'argent. Et je veux tout savoir sur leurs plans, où ils sont, ce qu'ils font, qui ils contactent. Tout. C'est illégal. Tu t'en rends compte? Michel, ils ont détruit ma vie et m'exposent à la mort, peu importe ce qui est légal. Il a acquiescé. Donne-moi son numéro de téléphone et son email. Et celui d'Adrien aussi. 3 jours plus tard, Michel m'a envoyé un fichier. C'était volumineux. À l'intérieur, il y avait tous les emails de Camille des 3 derniers mois, son historique de navigation, les photos du téléphone, tout. Il y avait aussi l'historique des virements bancaires. Et ça, c'était de l'or. Adrien n'était pas un escroc solitaire. Il était toute une organisation. Il avait 5 comptes bancaires différents, 3 sous des noms différents, 2 offshore. L'argent circulait entre eux comme dans un numéro de jonglage complexe. Mais le plus important, c'est qu'il y avait des traces. Un virement de 250 000 € à une entreprise à Bordeaux qui produisait des panneaux solaires. 500 000 autres sont allés pour l'achat de parts dans une boîte de nuit à Paris. 750 000 pour cet appartement. Le reste était dispersé, mais tout était là, noir sur blanc. Et puis j'ai vu quelque chose d'encore plus intéressant. Un email de Camille à Adrien datant d'il y a 2 semaines. « Chérie, Thomas sait probablement déjà. Il va nous chercher. Nous devons être prudents. Peut-être devrions-nous partir à l'étranger? En Espagne ou au Portugal?
J'ai des contacts là-bas, on pourrait commencer une nouvelle vie. Et si la mafia le chope, nous serons libres. Nous aurons tout, et il paiera pour ne jamais m'avoir apprécié. Je l'ai lu 3 fois. Froid. Sans émotion. Ils prévoyaient de me laisser en pâture. Non seulement ils m'avaient volé, non seulement ils avaient détruit ma vie, mais ils comptaient encore sur la mafia pour me liquider, pour que le problème disparaisse de lui-même. C'est à ce moment précis que j'ai pris ma décision finale. Je ne me défendrai pas. Je n'essaierai pas de rembourser la dette moi-même. Au lieu de cela, je vais leur donner exactement ce qu'ils cherchent. Adrien et Camille, sur un plateau. Avec toutes les preuves. L'argent, les comptes, l'appartement, tout. Que la mafia récupère elle-même son dû. Mais ça demandait de la finesse. Je ne pouvais pas simplement leur dire. Je devais arranger ça pour que ça paraisse naturel. Pour qu'ils les trouvent eux-mêmes. Et pour que je m'en sorte blanc comme neige, comme celui qui a aussi été trompé. Je me suis mis au travail. La première étape a été de constituer un dossier complet. Tous les virements, tous les comptes, toutes les photos et les preuves que c'était Adrien et Camille qui avaient contracté cette dette, et pas moi. J'ai préparé un paquet. Un gros dossier plein de documents, de photos, d'impressions. Un graphologue a confirmé que la signature était contrefaite. J'avais la preuve que j'étais à Berlin le jour de la signature présumée du contrat. Tout était prêt. Ensuite, j'ai commencé la deuxième phase. Je devais en savoir plus sur la mafia elle-même. Qui dirige les affaires? Qui prend les décisions? Où ont-ils leur bureau? Grâce à Jérôme, j'ai réussi à contacter un vieux policier qui connaissait les bas-fonds parisiens. Tu parles de Victor Beaulieu, m'a-t-il dit autour d'une bière dans un petit bistrot du Marais. Il contrôle cette partie de la ville, les crédits, les casinos, les agences d'escorte. Le type est impitoyable, mais il a son code. Il respecte les gens honnêtes dans les affaires. Il ne supporte pas les escrocs. Comment je peux le contacter? Tu ne peux pas, il te contactera s'il le veut. Mais si tu as quelque chose pour l'intéresser, il écoutera peut-être. Le policier m'a regardé attentivement. Thomas, réfléchis à 2 fois. Si tu entres là-dedans, il n'y aura peut-être pas de retour en arrière. Il n'y a déjà plus de retour en arrière. Je suis déjà dedans jusqu'au cou. Le lendemain, j'ai laissé un message via un intermédiaire. Que je voulais une rencontre. Que j'avais des informations qui pouvaient être précieuses. Que je ne cherchais pas d'ennui, juste la justice. La réponse est arrivée le jour suivant. Une adresse, 1 heure, un avertissement. Viens seul. Le rendez-vous était fixé dans 2 jours, juste au moment où le délai qu'il m'avait donné devait expirer. Un timing parfait. Je me suis préparé mentalement. Je savais que ça pouvait être un piège. Qu'il pouvait simplement me liquider et prendre tout ce que j'avais. Mais je n'avais pas le choix. C'était mon seul coup. Le seul moyen de reprendre le contrôle de ma propre vie. Car Camille et Adrien pensaient être en sécurité. Ils pensaient pouvoir me laisser et vivre tranquillement avec mon argent pendant que je paierais pour leurs erreurs. Mais ils ne me connaissaient pas vraiment. Pendant toutes ces années à bâtir l'entreprise, à me battre pour des contrats, à survivre aux crises, j'ai appris une chose. Dans la vie, il y a toujours des conséquences. Toujours. Et j'avais l'intention de veiller à ce qu'ils les subissent. Toutes. Jusqu'à la dernière. Si cette histoire vous plaît, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce qu'a fait Camille. Est-ce que Thomas agit correctement? L'entrepôt se trouvait à Aubervilliers, dans une vieille zone industrielle où personne ne pose de questions. Je suis venu seul, comme on m'avait ordonné. Il était 10 heures du soir. Les rues étaient vides. Seuls quelques vieux réverbères clignotaient çà et là, projetant de longues ombres sur l'asphalte fissuré. 2 types attendaient à l'entrée. Les mêmes qui étaient venus chez moi. Le plus jeune a hoché la tête et m'a indiqué le chemin vers l'intérieur. Il ne souriait pas cette fois. C'étaient les affaires. À l'intérieur de l'entrepôt régnait une faible pénombre. De vieilles étagères, des cartons, une odeur d'humidité et d'huile. Au fond de la pièce se trouvait un bureau, et derrière, un homme d'environ 60 ans, Victor Beaulieu, cheveux plaqués en arrière, costume élégant, montre en or. Il ressemblait à un banquier, pas à un gangster. Mais ses yeux avaient vu des choses que la plupart des gens ne veulent même pas connaître. Monsieur Laurent, asseyez-vous. Il a désigné une chaise en face. Sa voix était calme, presque aimable. Je me suis assis. Le dossier avec les documents était sur mes genoux.
Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, mais j'essayais de garder mon calme. Je comprends que vous avez des informations qui pourraient m'intéresser, a dit Beaulieu en allumant un cigare. La fumée montait lentement, créant des motifs étranges dans la lumière de la vieille lampe. Oui, des informations sur l'endroit où se trouve votre argent. Notre argent, monsieur Laurent, est chez vous. Vous avez signé les documents. Ce n'est pas moi qui ai signé ces documents. J'ai posé le dossier sur le bureau. Tout est là. L'expertise graphologique confirmant que la signature est fausse. Mes billets d'avion et confirmation d'hôtel de Berlin prouvant que j'étais à l'étranger le jour de la signature présumée. Et surtout, la documentation complète de l'endroit où se trouve réellement votre argent. Beaulieu a pris le dossier et a commencé à parcourir les documents. Il le faisait lentement, méthodiquement. Il lisait chaque page avec attention. Pendant 10 minutes, le silence a régné dans l'entrepôt. Juste le bruit des pages tournées et le doux bourdonnement d'un ventilateur quelque part dans un coin. Finalement, il a levé les yeux. Adrien Durand. Je connais ce nom. Il a déjà essayé d'emprunter de l'argent à différentes personnes. De petites sommes, il remboursait d'habitude. Cette fois, il a été plus ambitieux. Cette fois, il avait une complice. Ma femme. Oui, je vois. Il a regardé les impressions des emails, les photos des virements bancaires. Un plan intelligent. Falsifier la signature d'un homme d'affaires de confiance, prendre l'argent, disparaître. Et vous restez avec le problème. Exactement. Et maintenant vous venez me voir pour... Quoi exactement? Pour que je croie que vous êtes innocent? Je viens vous voir pour vous livrer les gens qui ont réellement pris votre argent, avec la documentation complète de leur patrimoine, de leur compte bancaire et de leur lieu de séjour. Tout ce dont vous avez besoin pour récupérer votre dû. Beaulieu s'est adossé confortablement dans son fauteuil. Proposition intéressante. Mais pourquoi devrais-je vous croire? C'est peut-être un jeu? Peut-être que c'est vous qui avez pris l'argent et essayez maintenant de rejeter la faute sur d'autres? Vérifiez les documents. J'ai toujours été un homme honnête. Mon entreprise a un casier vierge, je n'ai jamais eu de problèmes avec la loi. J'ai toujours honoré mes engagements. Adrien Durand est un escroc avec un passé. Vérifiez-le. Et ma femme? J'ai hésité. Ma femme est une femme qui est tombée amoureuse d'un mauvais homme et a pris de mauvaises décisions. Vous l'aimez encore? Cette question m'a surpris. Plus maintenant. Peut-être autrefois, peut-être encore il y a une semaine. Mais maintenant, elle voulait me laisser mourir. Il prévoyait de partir à l'étranger et de me laisser avec votre dette. Il y a un mail où elle l'écrit. C'est là, dans le dossier. Beaulieu a trouvé cet email et l'a lu. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais j'ai vu que quelque chose en lui avait bougé. C'est froid, même pour mes standards. C'est pour ça que je suis là. Je ne demande pas la pitié. Je ne demande pas l'effacement de la dette. Je demande juste la justice. Ils ont pris votre argent. Qu'il perd pour ça? Long silence. Beaulieu me regardait comme s'il essayait de sonder mon âme. Finalement, il a hoché la tête. Monsieur Laurent, dans mon métier, on apprend à reconnaître les menteurs. Vous ne mentez pas, je le vois. Mais vous avez conscience que si vous me trompez, si c'est un jeu, il n'y a pas d'endroit sur Terre où vous pourrez vous cacher? J'en ai conscience. Bien. Alors voici notre accord. Vous nous donnez la localisation exacte de votre femme et de monsieur Durand. Vous nous donnez toutes les informations sur leur compte, leur patrimoine, leur plan. Et nous nous occuperons du reste. Si nous récupérons notre argent, votre dette est annulée. S'il s'avère que vous nous avez trompés, eh bien, alors nous reviendrons vers vous. Et eux, ce n'est plus votre problème, n'est-ce pas? Vous voulez la justice. Nous aussi. Ils devront rendre l'argent. Tout. Et subir les conséquences. Quelles conséquences? Beaulieu a souri. Ce n'était pas un sourire plaisant. Dans notre monde, monsieur Laurent, quand quelqu'un vous vole, il paie non seulement la dette, mais aussi les intérêts. Des intérêts dont on se souvient. Ils ne mourront pas, si c'est ce qui vous inquiète. Je ne suis pas un meurtrier. Mais ils regretteront chaque jour de leur vie d'avoir essayé de nous escroquer. J'aurais dû ressentir des remords. J'aurais dû penser à Camille, à la femme que j'aimais autrefois. Mais tout ce que je ressentais, c'était le vide. Et un étrange sentiment de soulagement. Ils habitent dans un appartement de la Tour Horizon, 23e étage, numéro 237. Adrien Durand est enregistré comme propriétaire. Il a acheté l'appartement cash il y a 1 mois. Ils ont 4 comptes bancaires, 2 en France, 2 offshore. Les détails sont dans les documents.
Il prévoit de partir pour l'Espagne dans 2 semaines. Camille a des contacts là-bas, elle y est allée plusieurs fois ces dernières années. La ville est probablement Marbella. Une de ses anciennes camarades d'université y habite. Beaulieu notait tout dans un petit carnet. Sa main bougeait vite, avec assurance. Ils ont une protection? Des armes? Je ne pense pas. Adrien n'est pas un professionnel. C'est un petit malin qui se croit plus intelligent qu'il ne l'est. Camille, c'est une femme ordinaire qui a pris de mauvaises décisions. Bien, nous serons en contact, monsieur Laurent. Et maintenant, rentrez chez vous. Et ne dites rien à personne de cette rencontre, même pas à votre avocat. Ça reste entre nous. Je comprends. Je me suis levé pour sortir. J'étais déjà à la porte quand Beaulieu a parlé à nouveau. Monsieur Laurent, je me suis retourné. Vous avez bien agi. Dans notre monde, le respect est tout. Vous avez montré du respect. Vous êtes venu. Vous avez expliqué la situation. Vous n'avez pas essayé de fuir, ni de mentir. Ça s'apprécie. Après tout ça, si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, faites-le savoir. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai juste hoché la tête et je suis sorti. Dans la voiture, je suis resté assis longtemps. Je regardais le ciel sombre au-dessus de Paris et je pensais à ce que je venais de faire. J'avais livré Camille, la femme avec qui j'avais passé 15 ans de ma vie. Je l'avais livrée à des gangsters, pour la trahison, pour le vol, pour avoir voulu me laisser mourir. Était-ce le bon choix? Aurais-je dû essayer autrement? Peut-être aller à la police, laisser la justice régler l'affaire? Mais je savais que ça prendrait des années. Des procès, des appels, des avocats. Et pendant ce temps, le milieu m'aurait détruit. L'entreprise aurait coulé. J'aurais tout perdu. Non, c'était la seule façon. Ils m'ont trahi. Ils ont créé ce problème. Maintenant, ils doivent payer pour ça. J'ai démarré le moteur et je suis rentré. Dans une maison vide qui ne serait plus jamais la même. Mais au moins maintenant, je savais que tout ça allait finir. Qu'il y aurait une justice. Et je savais aussi que demain, j'appellerais Jérôme et nous commencerions la procédure de divorce. Je me battrais pour tout ce qui est à moi. Chaque centime, chaque document, chaque preuve de sa trahison. Elle pensait peut-être avoir détruit ma vie, mais je vais lui montrer ce que ça signifie de tout perdre. Car finalement, comme disait mon grand-père, les loups mangent ceux qui sont les plus faibles. Et je n'étais plus un homme faible. J'ai appris à chasser. 3 jours. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la rencontre avec Beaulieu. 3 jours où j'ai vécu comme dans une transe étrange entre mon ancienne vie et la nouvelle. Le matin, je me réveillais dans une chambre vide, je faisais du café, j'allais à l'entreprise. Tout semblait normal. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Jérôme a déposé la demande de divorce. J'étais prêt à me battre, mais à ma grande surprise, Camille n'a même pas essayé de se présenter. Son avocate, une jeune femme d'un petit cabinet du centre-ville, a demandé un report, affirmant que sa cliente était à l'étranger pour des raisons de santé. Jérôme a juste secoué la tête. Elle fuit, Thomas. Elle sait qu'elle a perdu. Maintenant, elle essaie juste de gagner du temps. Combien de temps ça peut prendre? Des mois. Peut-être 1 an si elle magouille. Mais à la fin, le tribunal rendra un jugement par défaut. Tu auras le divorce, mais le partage des biens peut être compliqué. Il n'y a aucun bien à partager. Elle a tout dépensé avec son amant. Prouve-le au tribunal, tu devras montrer les flux financiers, les relevés de compte. Ce ne sera pas un problème. Mais les affaires judiciaires étaient le cadet de mes soucis. Chaque jour, j'attendais un appel de Beaulieu ou de ses hommes. Chaque soir, je me demandais s'ils les avaient déjà atteints, s'ils avaient déjà récupéré l'argent. Si Camille payait en ce moment pour ce qu'elle avait fait. Le 4e jour, Michel a appelé. « Thomas, je dois te montrer quelque chose. C'est important. » Nous nous sommes vus à son atelier. Il avait ouvert son ordinateur portable sur le bureau. Sur l'écran s'affichèrent des cartes, des images satellites. J'ai suivi leur téléphone, comme tu l'as demandé. Adrien et Camille. Ces derniers jours, ils ne sont pratiquement pas sortis de cet appartement. Mais ce matin, quelque chose a changé. Quoi? Ils sont allés à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai vérifié les réservations. Ils ont des billets pour un vol vers Malaga. Décollage dans 4 heures. Mon cœur s'est mis à battre. Aujourd'hui, ils disaient dans 2 semaines. Apparemment, ils ont accéléré leur plan. Peut-être que quelque chose leur a fait peur. Peut-être bien. Peut-être ont-ils remarqué quelque chose de suspect. Peut-être que quelqu'un s'est approché d'eux et qu'ils ont senti le danger. Adrien n'était pas stupide, juste arrogant.
Et les arrogants ont parfois un bon instinct de survie. « Qu'est-ce qu'on fait » a demandé Michel. « Rien. On ne fait rien. »« Comment ça, rien ?»« Il s'enfuit. »« Je sais. Mais ce n'est plus mon affaire. » J'étais calme, froid, car je savais que Beaulieu le savait aussi. Il avait ses hommes, ses sources. Si Adrien et Camille essayèrent de fuir, ils n'iraient pas loin. Effectivement, 2 heures plus tard, un numéro inconnu a appelé. « Monsieur Laurent, c'est Marc, je travaille pour Monsieur Beaulieu. Votre femme et Monsieur Durand viennent d'essayer de quitter le pays. Ils n'ont pas réussi. Ils sont avec nous maintenant. » J'ai senti une étrange pression dans l'estomac. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ce ne sont pas vos affaires. Monsieur Beaulieu m'a demandé de vous transmettre que tout se passe comme prévu. L'argent sera récupéré. Votre dette sera annulée. Fin de l'histoire. Je veux les voir. Silence à l'autre bout du fil. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur Laurent. Je veux les voir, ai-je répété plus fort cette fois. J'en ai le droit. Ils ont détruit ma vie. Je veux les regarder dans les yeux. Une dernière fois. Nouveau silence. Puis un soupir. Patientez un instant. 1 minute plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Beaulieu. « Monsieur Laurent, pourquoi compliquez-vous les choses? Monsieur, pendant 15 ans, j'ai été avec cette femme. Je lui ai tout donné. Confiance, amour, argent. Je veux la voir. Je veux qu'elle sache que c'est moi qui l'ai amenée ici. Que ce n'était pas un hasard. Que c'était la conséquence de ses choix. » Beaulieu s'est tu un moment. Puis il a dit doucement. « Je comprends. D'accord. Vous pouvez venir. Mais juste regardez. Pas de discussion, pas de scène. Vous entrez, vous voyez, vous sortez. D'accord? D'accord. L'adresse était la même. L'entrepôt à Aubervilliers. Je suis arrivé au crépuscule. Le ciel au-dessus de Paris était gris, lourd de la pluie à venir. Les rues étaient mouillées, et l'air sentait l'automne et les gaz d'échappement. On m'a fait entrer. Cette fois, l'entrepôt était mieux éclairé. Au centre de la pièce, il y avait 2 chaises. Adrien et Camille y étaient assis. Ils avaient les mains liées dans le dos, mais ils n'avaient pas l'air d'avoir été battus. Ils étaient terrifiés. Ça se voyait tout de suite. Mais vivants. Camille m'a vu la première. Ses yeux se sont écarquillés. « Thomas, Thomas, Dieu merci. Tu dois nous aider. Ces gens, ils nous ont enlevés. Appelle la police. » Adrien s'est aussi animé. « Monsieur Laurent, s'il vous plaît, c'est un malentendu. On peut expliquer. » Je me suis approché. Je me tenais devant eux, regardant ces 2 visages. La femme que j'aimais autrefois. L'homme qui avait détruit mon mariage et a failli me tuer financièrement. Un malentendu? Ai-je répété doucement. Quel malentendu, Adrien? Le fait que tu aies falsifié ma signature? Le fait que tu aies volé 3 millions d'euros? Ou le fait que vous prévoyiez de fuir et de me laisser à la merci de la mafia? Camille a blêmi. Tu savais? Je savais tout, Camille. Je savais depuis le début. Chaque mail, chaque message, chaque compte bancaire. Tout. Mais, comment? Tu m'as sous-estimé. Pendant toutes ces années, tu pensais que je n'étais qu'un simple entrepreneur qui gagne bien sa vie. Mais j'ai bâti un empire. Tu penses qu'on peut faire ça en étant stupide? Adrien a essayé de se sauver. Monsieur Laurent, écoutez-moi. Tout ça peut encore s'arranger. On rendra l'argent, chaque centime, avec les intérêts. Vous devez juste nous faire sortir, parler à ces gens. À ces gens? J'ai éclaté de rire. Adrien, ces gens sont tes créanciers. C'est toi qui as pris un emprunt chez eux. C'est ta dette. Mais c'est vous qui avez signé les documents. Non, Adrien, c'est toi qui as falsifié ma signature. Et maintenant, ils connaissent la vérité. Je leur ai montré toutes les preuves. Ils savent que c'est toi et Camille qui avez volé cet argent. Ils savent pour vos comptes, pour l'appartement, pour les projets de fuite en Espagne. Tout. Camille a commencé à pleurer. Thomas, s'il te plaît. Je t'aimais. Je t'aime encore. C'était une erreur. Adrien m'a embobiné, utilisé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu m'aimais? Je me suis agenouillé devant elle, la regardant droit dans les yeux. Tu lui as écrit que tu espérais que la mafia me tuerait. Qu'alors vous seriez libre. Tu appelles ça de l'amour? Non. Ce n'est pas comme ça. C'était sous le coup de la colère. Je ne le pensais pas. Tu mens. Encore. Comme tu as menti ces derniers mois. Comme tu as menti chaque jour quand tu partais le voir et que tu revenais vers moi.
Comme tu as menti quand tu as falsifié ma signature. Adrien a tenté une autre tactique. Monsieur Laurent, vous êtes un homme raisonnable, un homme d'affaires. Vous connaissez la valeur des arrangements. Qu'est-ce que vous voulez? La moitié? 60%? On vous donnera tout, mais faites-nous sortir. Je me suis levé. Je ne veux pas de votre argent, Adrien, ce n'est déjà plus votre argent. C'est l'argent que vous avez volé. Vous allez devoir le rendre. Tout. Et subir les conséquences. Quelles conséquences? Camille criait maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Je me suis tourné vers Beaulieu, qui se tenait dans l'ombre. Qu'est-ce que vous allez leur faire? Beaulieu est sorti dans la lumière. Madame Laurent, Monsieur Durand, vous nous avez soutiré 3 millions d'euros sous de faux prétextes. C'est un crime. Dans un monde normal, vous iriez en prison pour de longues années. Dans notre monde, eh bien, nous avons nos méthodes. On rendra tout, criait Adrien. Bien sûr que vous rendrez tout. Chaque centime. L'appartement sera vendu. Les comptes saisis. Tous les actifs que vous avez achetés avec notre argent. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est que de l'argent. Et vous avez volé autre chose aussi. Notre temps, notre tranquillité, notre réputation. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Chuchotait Camille. Vous allez travailler pour nous. Pendant les 5 prochaines années. Vous ferez ce qu'on vous dira. Des choses légales, bien sûr. Nous ne sommes pas des monstres. Mais vous serez notre propriété. Pas de fuite, pas de jeu. Vous rembourserez la dette et les intérêts par votre travail. C'est de l'esclavage, criait Camille. C'est la justice, ai-je répondu. Vous auriez pu rester en prison pendant 10 ans, ou vous auriez pu aller à l'hôpital avec les os brisés. Ce que vous obtenez, c'est une grâce. Je me suis retourné pour partir. Camille criait derrière moi, suppliait, maudissait. Adrien essayait de négocier jusqu'au dernier moment. Mais je n'écoutais plus. À la sortie, Beaulieu s'est approché de moi. Votre dette est annulée, monsieur Laurent. Nous sommes quittes. Merci. Un conseil. Continuez à vivre. Oubliez-les. Construisez une nouvelle vie. Vous le méritez. J'ai hoché la tête et je suis sorti dans la rue. La pluie a commencé à tomber. Une pluie d'automne froide. Mais je me suis senti plus léger que depuis des semaines. 2 mois ont passé. Novembre sur Paris était gris et froid, mais je me sentais différent. Comme si je m'étais réveillé d'un long et mauvais rêve. Le divorce a été finalisé par défaut. Camille ne s'est présentée à aucune audience. Son avocate s'est retirée de l'affaire, affirmant avoir perdu le contact avec sa cliente. Le tribunal a statué selon mes demandes. La maison, l'entreprise, tous les actifs sont restés à moi. Camille n'a rien eu. Car comment quelqu'un qui n'existe pas pour le système pourrait-il recevoir quelque chose? Quelqu'un qui a disparu sans laisser de traces? Beaulieu a tenu parole. La dette a été annulée. Il est venu me voir personnellement avec un document confirmant que l'affaire est close. Nous nous sommes assis dans mon nouveau bureau, celui que j'ai rénové après l'incendie, et nous avons bu un café. Comment vous sentez-vous, monsieur Laurent? Libre, ai-je répondu sincèrement. Pour la première fois depuis des mois, je sens que je peux respirer. C'est bien. Et vous savez ce qui est arrivé à votre ex-femme et son amant? Je me demandais si je voulais savoir. Une partie de moi voulait oublier, clore ce chapitre. Mais une autre partie, la plus sombre, devait savoir. Vous allez me le dire? Beaulieu a allumé une cigarette. Nous avons récupéré tout l'argent. L'appartement a été vendu, les comptes saisis. Monsieur Durand travaille maintenant dans une de mes entreprises. Officiellement, il est responsable logistique. Officieusement, il fait ce qu'on lui dit. Madame Laurent travaille à la comptabilité. Ils habitent dans un petit appartement à Pantin que nous leur fournissons. Ils gagnent le SMIC. Le reste de leur salaire sert à rembourser la dette et les intérêts. Combien de temps ça va durer? Au rythme actuel? Environ 7 ans. Peut-être 6, s'ils sont travailleurs. 7 ans. Oui, 7 ans de dur labeur pour le salaire minimum. Pas de vacances, pas de luxe. Une vie dans un petit appartement contrôlé, surveillé. Pour chaque erreur, des sanctions. Pour chaque tentative de fuite, des conséquences. C'est une punition juste pour ce qu'ils ont fait. J'ai pensé à Camille, à la femme qui avait tout. Une maison à Saint-Cloud, une BMW, des comptes remplis d'argent, la liberté de faire ce qu'elle voulait. Et maintenant, un appartement de 20 mètres carrés à Pantin, le SMIC. 7 ans de servitude sous le contrôle du milieu. Et comment ils tiennent? Beaulieu a souri légèrement.
Monsieur Durand s'est adapté rapidement. C'est le genre de type qui trouve toujours un moyen de survivre. Bien que je vois de la colère en lui, il sait qu'il a fait une erreur. Madame Laurent, c'est plus dur pour elle. Elle pleure souvent. Elle ne mange pas correctement, mais elle travaille. Elle sait qu'elle n'a pas le choix. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, peut-être même de la joie. Mais tout ce que je ressentais, c'était le vide. Cette femme que j'aimais autrefois souffrait maintenant. Et c'était à cause de mes actions. Était-ce juste? Est-ce que vous pensez parfois que ce que nous faisons est mal? Ai-je demandé. Beaulieu m'a regardé avec surprise. Mal? Monsieur Laurent, ils vous ont volé. Ils ont essayé de vous tuer financièrement. Ils prévoyaient de fuir et de vous laisser pour mort. Qu'y avait-il de mal à les arrêter? Rien. Seulement, ils souffrent maintenant. Et à juste titre. Les conséquences, monsieur Laurent. Dans la vie, il y a toujours des conséquences à nos actes. Vous avez été un homme honnête toute votre vie. Et maintenant, vous continuez une vie normale. Ils ont été malhonnêtes. Et maintenant, ils subissent leur punition. Où voyez-vous de l'injustice ici? Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Et pourtant, je voudrais la voir. Encore une fois. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour clore ce chapitre. Vraiment. Beaulieu a soupiré. Monsieur Laurent, écoutez un vieil homme, laissez tomber. Continuez à vivre. Regarder en arrière ne fait que du mal. Et vous méritez le bonheur. Mais j'avais déjà pris ma décision. 2 jours plus tard, je me tenais devant un vieil immeuble à Pantin. Le bâtiment datait des années 70, crépi, fissuré, mur écaillé. 4e étage, appartement numéro 14. J'ai frappé. Camille a ouvert la porte. Pendant un instant, je ne l'ai pas reconnue. Elle était maigre, pâle, les cheveux sales, les yeux cernés. Elle portait un vieux survêtement, détendu et taché. Cette femme qui avait toujours pris soin de son apparence, qui dépensait des milliers en cosmétiques et chez le coiffeur, ressemblait maintenant à l'ombre d'elle-même. « Thomas » a-t-elle chuchoté. Sa voix était rauque. « Je peux entrer ?» Elle a reculé, me laissant entrer. L'appartement était petit, étroit. Une pièce, une kitchenette, une petite salle de bain. Des meubles vieux, le sol fissuré. Par la fenêtre, on voyait une barre d'immeubles grise en face. C'était un monde éloigné de notre maison de Saint-Cloud comme la terre l'est de la lune. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle demandé en s'asseyant sur un vieux fauteuil. Elle ne m'a pas proposé de m'asseoir. Elle restait juste assise, regardant dans le vide. Je voulais te voir, m'assurer que tu vis. Je vis. Si on peut appeler ça vivre. Camille, non. Elle a élevé la voix, mais l'a baissée aussitôt. Ne commence pas. Je sais ce que tu voudrais entendre. Que je regrette. Que je m'excuse. Que j'ai fait une erreur. Et tu sais quoi? C'est vrai. Je regrette chaque jour. Je me réveille le matin et pendant un instant je pense que tout ça est un rêve. Que je vais me réveiller dans notre maison et que tu seras à côté. Et puis je regarde cet endroit et je sais que c'est la réalité. Que j'ai tout détruit. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Adrien était différent, excitant. Il me disait des choses que je voulais entendre. Que je suis belle, que je suis exceptionnelle. Et toi, tu as toujours été occupé. L'entreprise, les chantiers, les contrats. Je travaillais pour nous. Je sais. Maintenant, je le sais. Mais à l'époque, il me semblait que tu ne m'aimais pas, que je n'étais qu'un accessoire dans ta vie. Adrien m'a fait me sentir à nouveau vivante, au prix de tout ce qu'on avait. Oui, au prix de tout. Elle a commencé à pleurer, doucement, sans sanglots, juste les larmes coulant sur son visage. Tu sais ce qui est le pire? Ce n'est pas ce taudis dans lequel je vis, pas le travail pour des miettes, pas même le fait que je vais rembourser cette dette pendant 7 ans. Le pire, c'est que je t'ai perdu, que j'ai détruit la seule chose qui était vraie dans ma vie. J'étais là, à la regarder. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais la plus grande partie savait que ça n'avait pas de sens. Ce qu'il y avait entre nous était mort. Et rien ne le ramènerait. Je dois y aller. Ai-je dit finalement. Thomas, attends, juste une chose. S'il te plaît. Je me suis retourné. Est-ce que tu me pardonneras un jour? J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas, Camille. Peut-être un jour, dans de nombreuses années, quand tout ça sera un passé lointain. Mais maintenant,
Maintenant, tout ce que je ressens quand je te regarde, c'est de la douleur, et la trahison, et la colère. Je comprends. Continue à vivre, Camille. Rembourse cette dette. Reconstruis ta vie. Peut-être trouveras-tu le bonheur. Mais pas avec moi. Plus jamais avec moi. Je suis sorti de l'appartement et j'ai dévalé les escaliers. Dehors, il faisait froid, mais le soleil essayait de percer à travers les nuages. Je suis monté dans la voiture et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Sur le chemin du retour, Jérôme a appelé. Thomas, j'ai une bonne nouvelle. Ce contrat à Marseille pour lequel on s'est battu, on l'a eu. 5 millions d'euros, 2 ans de travail. C'est génial, Jérôme, génial. On fait ça? Bien sûr. Où? Ce nouveau restaurant dans le centre, celui avec l'étoile Michelin. 20 heures, j'y serai. Ce soir-là, j'étais assis dans un restaurant élégant, entouré d'amis et d'associés. Nous mangions, buvions, rions. L'entreprise se portait bien. L'avenir semblait prometteur. Et moi, pour la première fois depuis des mois, je ressentais une sorte de paix. Quelqu'un a porté un toast. Au nouveau contrat, au succès, à l'avenir. J'ai levé mon verre et j'ai bu avec eux. Mais en moi-même, je portais un autre toast. À la justice, aux conséquences, à la vie qui continue malgré tout. Car finalement, j'ai appris une chose. La vie est comme un chantier. Parfois, il faut détruire les vieilles fondations pour construire quelque chose de nouveau. Et parfois, il faut sacrifier ce qui était pour gagner ce qui sera. Camille et Adrien rembourseront leurs dettes pendant 7 ans. Et moi, j'ai commencé à bâtir une nouvelle vie. Sans mensonges, sans trahison, sans fausses promesses. Une vie basée sur la vérité et l'honnêteté. Et peut-être, dans quelque temps, je trouverai aussi quelqu'un à qui je pourrai faire confiance à nouveau, qui ne détruira pas ce que nous construirons ensemble, qui comprend la valeur de la loyauté. Mais tout ça, c'est pour l'avenir. Maintenant, je vis simplement. Et ça suffit. Si vous regardez ce contenu, laissez un pouce bleu et un abonnement. Soutenez la chaîne. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Est-ce que Thomas a agi comme il le fallait?